Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Dans une lettre à Ransom, elle déclare, je cite, « Je reçois des invitations de beaucoup de ministres des villes environnantes me demandant de venir donner des conférences. » En 1912, elle fait irruption carrément au congrès de la National Negro Business League. Elle interroge le public et les intervenants sur cette problématique. À l'origine, Washington, sachez-le, ne voulait pas la laisser parler devant la foule de spectateurs. Comme on le sait, pour elle, un refus équivaut à rien du tout, puisqu'en fait, elle y va comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Dans son discours, elle fait part du mépris que subissent ses agents et les autres acteurs de la profession de la part des classes considérées comme élitistes, blanches comme noires d'ailleurs. Elle évoque aussi son envie d'inclure les autres dans son ascension. Je cite toujours, « Maintenant, mon but dans la vie n'est pas seulement de gagner de l'argent pour moi-même ou de le dépenser pour m'habiller ou courir dans une automobile, mais j'aime utiliser une partie de ce que je gagne pour essayer d'aider les autres. » Pendant ce congrès, elle se fait de nombreux amis puissants qui la propulsent davantage dans le monde de la célébrité. Elle fait connaissance avec plusieurs des personnalités les plus notables de la ville et à travers eux, elle s'investit dans les problèmes sociaux auxquels est confrontée la population noire. La construction du Colored YMCA Building au centre-ville d'Indianapolis est un exemple frappant. À cette époque, le cœur de la communauté noire d'Indianapolis regorge de lieux peu fréquentables pour les jeunes hommes. Les salles de jeu, les saloons, les salles de billard, etc., etc. À première vue, ces lieux sont des espaces de rassemblement social le long de l'avenue Indiana. Mais aux yeux de la société, ils renforcent surtout les stéréotypes selon lesquels les Noirs sont moralement dépravés. George Knox, soutenu par la majorité de la classe moyenne et de l'élite de la ville, dirige la construction du Colored YMCA pour la population jeune. Utilisant son journal, l'Indianapolis Freeman, pour faire connaître ce projet au public, Knox appelle la communauté noire à l'action. Dans un article paru dans le journal, il insiste sur le fait que, je cite, « l'ensemble de la population noire mette de côté les jalousies mesquines, les ambitions mesquines, les exagérations personnelles et toutes les pensées égoïstes afin que nous puissions mettre nos épaules ensemble et nos mains à la roue du progrès pour apporter à cette ville quelque chose qui est tant désiré et nécessaire. » Mais les fonds sont insuffisants, malgré les efforts des habitants du quartier. Et Madame C.J. Walker, qui entend parler de ce projet directement auprès de George Knox, souhaite participer, elle aussi, à la mise en place de ce nouveau lieu, et donc elle fait un don. Cependant, Walker se rend compte qu'à mesure que ses agents et sa compagnie deviennent davantage connus, les critiques à l'égard de son commerce se font de plus en plus fréquentes. La principale à laquelle elle fait face et à laquelle fait face l'industrie de la beauté noire est la promotion des techniques de lissage et l'intériorisation des femmes noires. Les détracteurs accusent Walker d'adopter la norme de beauté blanche. L'Église noire même désapprouve particulièrement cette industrie. Selon elle, le monde de l'esthétique superficielle mine le concept de fierté noire. Ça rigole pas, hein. Le mouvement Garvey s'oppose aussi fermement au commerce de Walker. Dans un éditorial du Monde Noir de 1926, Garvey condamne ouvertement, je cite, « la classe des nègres qui veulent être blancs, qui se lissent les cheveux dans une tentative de partager les bénéfices de la race blanche prospère. » Mais Madame C.J. Walker ne va pas se laisser abattre, elle connaît ses convictions, elle sait que rien ne peut toucher son empire de la beauté. À ses yeux, ces produits cosmétiques ne servent pas à l'industrie de la beauté blanche, mais au contraire améliorent la santé et l'apparence des beautés noires. En raison de la stigmatisation déjà attachée à la beauté et au travail esthétique en général, Madame Walker a un nouvel objectif en tête. Elle estime que la prochaine étape après l'élargissement des possibilités d'emploi à destination des femmes noires est d'améliorer le statut de ses agents dans la société. Un an plus tard, en 1913, elle prend à nouveau la parole à la 14e édition de la Business League. Stratège et intelligente, elle ne tente pas de répondre aux critiques. Mieux, elle met en avant sa réussite et celle de ses employés. Elle décrit ses méthodes utilisées pour réussir dans le monde des affaires en tant que, justement, femme afro-américaine, ainsi que sur ce que sa réussite signifiait pour ses employés. Je cite, « J'ai permis à de nombreuses femmes de couleur d'abandonner les blanchisseries pour une occupation plus agréable et plus profitable. Les filles et les femmes noires ne doivent pas avoir peur de s'emparer des affaires. » Madame Walker encourage sans cesse les femmes afro-descendantes à être actives, à prendre des décisions concernant leur avenir. En avril 1919, sa santé se détériore rapidement et le 25 mai, à l'âge de 51 ans seulement, Madame C.J. Walker meurt.
Au cours des 15 courtes années, finalement, qui ont suivi l'arrivée de Madame C.J. Walker à Denver jusqu'à sa mort à Villa Levaro, la pionnière de l'industrie de la beauté a apporté de nombreuses contributions importantes à l'élévation des personnes noires aux États-Unis. Elle a cherché, sachez-le, à améliorer sa situation économique, mais aussi celle de beaucoup d'autres. Plus important encore, elle a offert à la communauté noire une occasion rare d'acquérir les outils nécessaires à l'amélioration de l'estime de soi. Grâce à des possibilités d'éducation et à de meilleures conditions de travail dans une entreprise noire exploitée par des noirs, les employés et les agents de la Walker Beauty Company pouvaient construire une vie stable et participer à la vie de leur communauté. Reflet de son engagement, de sa philanthropie, le testament définitif de Madame Walker marquait d'importantes sommes d'argent pour des dons à diverses organisations et à diverses causes. Henry Louis Gates Jr. a écrit dans un article pour Time en 1998, je cite, « Plus que tout autre homme d'affaires, Walker a dévoilé l'immense potentiel économique d'une économie afro-américaine, même étouffée par la ségrégation de Jim Crow. » Plus d'un siècle plus tard, la marque C.J. Walkers existe toujours, sachez-le, elle a été rachetée en 2016 par Sundial Brands. Cette année-là, Madame C.J. Walkers fait son entrée dans les étals chez Sephora. En 2018, Sundial Brands devient une filiale de la marque néerlandaise Unilever, que tout le monde, j'imagine, connaît, puisque c'est l'une des plus grandes marques du monde. Voilà l'histoire de cette femme au destin extraordinaire, Madame C.J. Walker, donc partie de rien, qui construit un des plus vastes empires de la cosmétique noire. Si cette émission vous a plu, et j'espère qu'elle vous a plu, eh bien je vous conseille de regarder la série Netflix, inspirée de la vie de Madame C.J. Walker, inspirée du livre en fait que j'ai cité, de son arrière petite-fille, évidemment, hein, beaucoup inspiré même de ça. Donc imaginez que c'est quand même aussi beaucoup romancé malgré tout, en tout cas beaucoup enjolivé, mais ça correspond en gros à tout ce que je viens de vous raconter. Sachez aussi qu'il n'existe aucun, mais vraiment, je dis aucun livre en français sur l'histoire de Madame C.J. Walker. Donc il a fallu pour ça travailler énormément sur des livres en anglais. Donc merci à Emmanuel Alavoine pour sa participation et son grand concours pour cette émission. Salut à tous, merci. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.